Une impression 3D qui échoue, c'est une expérience, disons, incroyablement frustrante. Mais et si chaque échec n'était pas une fin en soi, mais plutôt une leçon? Une occasion de transformer un raté en un véritable chef-d'œuvre. Eh bien, c'est exactement le but ici. On va suivre ensemble le parcours d'une impression vraiment de A à Z pour apprendre à débusquer et à corriger chaque problème potentiel. Alors, quel est le programme? C'est simple. On va d'abord parler de l'état d'esprit, la philosophie à avoir. Ensuite, on se lance dans le concret, en suivant la logique de l'impression. On commence par la base, avec une fondation parfaite. Puis, on s'attaque au flux de matière, pour qu'il soit bien maîtrisé. Après, on vise la perfection avec des détails nets. On jettera aussi un œil aux pannes mécaniques et logicielles, avant de conclure avec, eh oui, la méthode pour mettre toutes les chances de son côté. Bon, c'est parti. Avant de se jeter sur les réglages de la machine, il faut faire une pause. Il y a un truc essentiel à comprendre, c'est la philosophie même du dépannage. C'est un état d'esprit en fait. Et c'est ça, la vraie clé pour venir à bout de n'importe quel problème d'impression. Voilà la scène classique. Des heures et des heures d'attente pour se retrouver avec ça. Une espèce de masse de plastique informe. Qui n'a jamais vécu ce moment? C'est un peu un rite de passage, on dirait. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est absolument pas une fatalité. Loin de là. En fait, tout se résume à une méthode en 3 temps. Très simple. Observer, diagnostiquer, corriger. D'abord, on joue au détective. On regarde de très près le défaut. On l'examine sous toutes les coutures. Ensuite, on enfile la blouse du médecin. Quel est le diagnostic? Quelle est la cause probable? Et enfin, on devient ingénieur. On applique une seule et unique correction. Jamais plusieurs en même temps. Sinon, on ne sait pas ce qui a marché. C'est une logique implacable et c'est ce qui rend la méthode si efficace. Ok, passons à la pratique. Une impression réussie, il faut voir ça comme une maison. Tout, absolument tout, dépend des fondations. En impression 3D, ces fondations, c'est la toute première couche. Si cette couche est ratée, eh bien, tout le reste de la structure risque de s'écrouler. C'est vraiment, et j'insiste, l'étape la plus critique. Il faut la maîtriser parfaitement. Alors, comment on reconnaît une mauvaise fondation? Eh bien, les symptômes sont assez évidents. Par exemple, le plastique qui n'adhère tout simplement pas au plateau. Ou alors, les coins de la pièce qui commencent à se soulever, à se courber, c'est le fameux warping. Et dans le pire des cas, c'est la pièce entière qui se détache en pleine impression. Voilà des signes qui, en général, ne trompent pas. Et le coupable numéro 1 dans ces cas-là, très souvent, c'est la température du plateau. Ça varie énormément selon le type de plastique utilisé. Pour le PLA, par exemple, on tourne autour de 60 degrés. Mais pour de l'ABS, on doit monter bien plus haut, vers les 100 degrés. Pourquoi une telle différence? C'est simple. Chaque plastique a besoin de sa température idéale pour bien s'agripper à la surface et ne pas bouger. Alors, comment on obtient cette première couche parfaite? Il y a une sorte de checklist en 4 points. D'abord, le nivellement du plateau. Ça doit être impeccable. Ensuite, la propreté de la surface. On nettoie tout, pas de traces de doigts, rien. Troisième point crucial, le réglage du Z-offset. C'est la petite distance entre la buse et le plateau. Il faut la régler au poil pour que le plastique soit juste assez écrasé, mais pas trop. Et enfin, si malgré tout ça, ça coince, on peut toujours utiliser une petite aide, comme une bordure qu'on appelle aussi brim. Bon, notre fondation est solide. Super. Maintenant, il faut s'occuper de la matière. Il faut que le plastique fondu coule de manière parfaite et constante. On peut imaginer le flux de filament comme le système sanguin de l'objet. C'est ce qui lui donne sa substance, sa vie. Si le débit n'est pas bon, c'est toute la structure qui en pâtit, qui devient fragile, malade en quelque sorte. Et là, on a 2 cas de figure extrêmes. D'un côté, il y a la sous-extrusion, ça se voit tout de suite, il y a des manques de matière, des petits trous, les couches semblent fragiles, pas bien collées entre elles. Et de l'autre côté, c'est le contraire, la surextrusion. Là, il y a trop de matière, ça fait des sortes de gouttes ou de blobs, et les détails fins sont complètement noyés. Savoir faire la différence entre les deux, c'est déjà la moitié du diagnostic de fait. Alors pour corriger ça, on a plusieurs pistes. Côté matériel, il faut vérifier un classique, la buse bouchée, et aussi s'assurer que l'extrudeur est bien calibré. Ensuite, côté logiciel, on peut jouer sur la température ou sur le débit. Et puis, il ne faut jamais oublier la base de tout, la qualité du filament. Un bon filament, et surtout un filament qui a été stocké bien au sec, ça peut littéralement tout changer. Parfois, le problème est encore plus simple et plus radical. Il n'y a juste plus rien qui sort de la buse. Le signe qui ne trompe quasiment jamais, ce petit bruit, ce clac, clac, clac régulier qui vient du moteur de l'extrudeur. Si on entend ça, il y a 99% de chances que la buse soit complètement bouchée. Mais pas de panique, là aussi il y a des solutions. La première chose à tenter, c'est ce qu'on appelle un cold pull. C'est une technique un peu spéciale pour essayer d'arracher le bouchon de saleté avec le filament. Si ça ne marche pas, on peut utiliser une toute petite aiguille de nettoyage en faisant attention bien sûr. Et si vraiment rien n'y fait, eh bien la dernière solution c'est de changer la buse. Ça peut faire peur, mais en réalité, c'est souvent bien plus simple qu'on imagine.
Allez, on continue. La structure de l'objet est bonne, le plastique coule bien. Maintenant, on va s'attaquer à la finition, à l'esthétique. Parce que c'est bien d'avoir une pièce solide, mais si elle est belle, c'est encore mieux. Et c'est là qu'on rencontre des soucis comme les petits fils qui pendent ou des détails qui semblent avoir fondu. Alors, pour comprendre le problème des petits fils, il faut connaître un mécanisme super important, la rétraction. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est quand l'imprimante tire le filament un tout petit peu en arrière juste avant de se déplacer sans imprimer. Le but, c'est d'empêcher le plastique chaud de continuer à couler et de baver pendant ce trajet. Et quand cette rétraction est mal réglée, voilà ce qui arrive, le stringing, ces fameux fils qui ressemblent à des toiles d'araignée entre les différentes parties de la pièce. C'est moche, mais ça se corrige. Il y a plusieurs choses à tester. On peut essayer de baisser un peu la température de la buse, ou alors d'augmenter la vitesse et la distance de cette rétraction. Et encore une fois, on vérifie que le filament est bien sec. L'humidité, c'est vraiment l'ennemi juré d'une impression propre. Un autre petit souci esthétique peut venir du refroidissement. Le symptôme typique? Des porte-à-faux qui s'affaissent, qui pendent un peu, ou des détails qui ont l'air d'avoir fondu. Ça veut dire que le plastique n'a pas le temps de durcir assez vite. Heureusement, les solutions sont souvent très simples. Soit on augmente la vitesse du ventilateur, soit on réduit un peu la vitesse d'impression pour donner plus de temps à chaque couche pour refroidir. Bon, on a tout vérifié. L'adhésion, l'extrusion, la finition, et pourtant il y a encore un problème. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est peut-être temps de regarder ailleurs. Parce que parfois le coupable, ce n'est pas le plastique, ce ne sont pas les réglages, c'est la machine elle-même. Ou alors, le logiciel qui lui donne les ordres. Le fameux décalage de couches. Ah, celui-là, il est particulièrement frustrant. L'impression se passe bien et d'un seul coup, pouf, tout se décale sur un côté. La cause est presque toujours mécanique. Soit ce sont les courroies qui sont un peu trop lâches, soit la vitesse d'impression est tellement élevée que les moteurs sautent des pas. La solution est donc assez logique. Il faut vérifier la tension des courroies, s'assurer qu'elles sont bien tendues comme une corde de guitare, et peut-être lever un peu le pied sur la vitesse. Et enfin, il ne faut jamais sous-estimer le cerveau de toute l'opération, le slicer. C'est ce logiciel qui prend un modèle 3D et le transforme en instruction pour l'imprimante, couche par couche. C'est le fameux G-code. Et si le profil de l'imprimante est mal configuré dans ce logiciel ou si les réglages sont à côté de la plaque, eh bien toutes les instructions envoyées à la machine seront fausses. Ça peut être la source de problèmes vraiment inexplicables autrement. Voilà, on a fait un bon tour des problèmes les plus courants. Maintenant, il est temps de prendre un peu de recul et de synthétiser tout ça, de retenir la méthode, l'approche globale qui mène au succès de manière plus constante. En fait, tout pourrait se résumer à cette idée. Le dépannage, c'est avant tout de l'observation et de la méthodologie. L'impression 3D, ce n'est pas de la magie, même si parfois ça y ressemble. C'est une science qui demande de la patience, un œil attentif et une approche super méthodique. C'est vraiment ça l'esprit du dépannage. Donc pour résumer, le cycle vertueux. 1. On identifie le symptôme, qu'est-ce qu'on voit? 2. On se demande quelles sont les causes possibles. Et 3. On teste une seule solution à la fois. C'est crucial pour savoir ce qui a marché. C'est une boucle d'apprentissage tout simplement. La patience et l'expérimentation, ce sont vraiment les deux meilleurs alliés dans cette aventure. Avec cette méthode en tête, une impression ratée change de statut. Ce n'est plus un simple échec, ça devient une leçon. Une opportunité en or de mieux comprendre sa machine. Alors, le moment est venu de lancer la prochaine impression. Qui sait, ce sera peut-être celle qui donnera enfin vie à un chef-d'œuvre.